Donc, on démarre avec François Mickey-Marty. Bonjour François. J'ai gardé président du groupe Temps Nouveau, mais président de Via Voice. Via Voice, c'est très bien. Le sondage Via Voice et GCF Temps pour Nouveau, la prospective. Aussi, quand même. Tout ça est très bien. Erwan Lenohan, bonjour Erwan. Lenohan, associé Altermind. Et Paul Bougnou, bonjour Paul. Bonjour Stéphane. Ravi de faire. Alors je tutoie les gens à l'antenne si ça vous dérange pas. Avec grand Paul. plaisir. Bon voilà, ravi de faire ta connaissance. L'Argilière Finance. Paul, dis-nous qui est l'Argilière, car j'y tiens. Une banque d'affaires dédiée aux dirigeants. Oui, mais l'Argilière, le nom de l'Argilière. Alors, l'Argilière, on a fait référence à Nicolas de l'Argilière, le grand peintre portraitiste de cour, Louis XV. D'accord. Et on a trouvé que c'était formidable d'avoir le nom d'un peintre portraitiste qui met son expertise et l'homme au centre de ses tableaux. Et nous, en tant que banquiers d'affaires, qui mettons les hommes, les dirigeants, les entrepreneurs, les investisseurs, les actionnaires, au centre de nos travaux. Il a fallu aller chercher loin quand même l'analogie. Alors, nos bureaux étaient rue l'Argilière. Voilà, donc vous vouliez absolument, il a fallu trouver une raison, qu'est-ce qu'on pourrait bien inventer. Quand on est entrepreneur, il faut avoir un peu de chance. Et on a trouvé que finalement, cette histoire fonctionnait merveilleusement bien et on met les hommes au centre de nos travaux. Bon, mais je suis ravi parce que, donc, banque d'affaires indépendante dédiée à l'accompagnement de dirigeants et d'actionnaires, de TI et de PME. Vous êtes dans les territoires, comme on dit aujourd'hui, en région, en province. C'est très important. Voilà, c'est ça le truc. Il y a une richesse formidable dans nos territoires. Il y a des dirigeants, il y a des entrepreneurs, il y a des bassins d'emploi. On en parlera alors justement, il y a des bassins de chômage et il y a de grosses fractures. C'est ça le. J'ai envie on va démarrer avec ça, mais allez-y. Est-ce que, je sais pas, 2-3 exemples de sociétés dans lesquelles, que vous avez accompagné, c'est des opérations de haut de bilan que vous faites, de la structuration financière, du conseil de M&A, des choses comme ça, dans des territoires particuliers où vous auriez eu justement un ressenti de ce qui se passe, c'est-à-dire que, en gros, on laisse de côté la Vendée. Et même le Sud-Ouest, qui est à l'abri de l'ensemble de ces tensions. Un exemple que vous auriez? Alors, on accompagne des entreprises qui sont implantées très localement, mais qui très souvent sont très ouvertes à l'international, qui ont besoin d'avoir un cadre économique solide et stable, qui ont besoin d'avoir des ressources humaines, des personnes extrêmement motivées, des salariés, des collaborateurs en pleine forme. Et nos régions sont remplies d'entreprises, d'entrepreneurs formidables. On a cédé, par exemple, on est en train de céder à un fonds d'investissement une entreprise dans l'Ouest, dans la région nantaise. Tout va bien dans la région nantaise. Mais tout va bien dans beaucoup de régions. François. Dans toutes les régions, il y a des choses formidables. Tout va bien dans beaucoup de régions. Est-ce que le pays... Alors moi, c'est la question sur laquelle j'avais envie de vous entendre là. Pays fracturé ou pas? Oui, on a un pays fracturé, ne serait-ce qu'en termes factuels, dès lors que l'on a des niveaux de croissance de PIB par région qui parfois sont à la hausse et parfois sont orientés à la baisse quand même. Donc, y compris si on fait des déclinaisons par département, voire par sous-région, et puis on a des distances aussi d'accès à l'emploi, des distances d'accès à l'économique. Bien entendu, alors on voit qu'il y a vous l'évoquez là très bien, il y a des espaces territoriaux qui sont extrêmement dynamiques, mais on a aussi, y compris aujourd'hui, dont tout le monde dit que nous sommes aujourd'hui en ce mois d'août et septembre dans une sorte d'euphorie de croissance absolument formidable, dans une période qui est quand même extrêmement clivée, et puis en plus avec des conceptions sur l'avenir et des aspirations sur l'avenir qui sont très différentes d'un endroit à l'autre. Non, alors ça m'intéresse beaucoup, moi. Donc, 200 000 gars tous les samedis, là, qui manifestent. On insiste beaucoup et on dit beaucoup, attention, c'est le mois d'août, c'est incroyable qu'il y ait une telle mobilisation pendant le mois d'août. D'accord avec ça, François? Bien sûr. Mais ce ne sont que 200 000 personnes. Et effectivement, à côté, tu as 6% de croissance. Alors, il y a 6%... Est-ce que ce n'est pas une focale sur ces 200 000 personnes qui, en fait, nous fait nous tromper sur l'état réel du pays? Je crois qu'il y a un risque d'illusion. Alors heureusement que tu as annoncé que cette émission serait très sérieuse, parce que voilà que nous abordons des sujets très sérieux, mais je pense qu'il y a un risque d'illusion sur les deux registres. C'est-à-dire sur le premier registre qui est le 6% de croissance, on a eu quand même 8% de récession l'année dernière, donc le 6% de croissance. Le ministre de l'économie lui-même se félicite du fait qu'on va pouvoir retrouver des scores comparables à ceux de 2019, non pas en 2022, mais en fin 2021. Donc oui, bien entendu, il y a un phénomène de croissance. Enfin, on est quand même en partie sur du rattrapage de ce qu'on a connu. Tu as eu 450 milliards pour tes... Et voilà. Et par ailleurs... Non, mais tout ça s'inscrit dans la même veine. Il ne faut pas nous raconter que... Tout ça s'inscrit dans la même veine, bien sûr. Il y a eu 450 milliards pour arroser tout le monde. Bien sûr, exactement. Donc, il y a... Bien sûr, les choses vont bien, mais il y a aussi, je crois, un phénomène qui peut être un phénomène de trompe-l'œil au fond, dans cette période. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en effet, c'est qu'on est
Alors on peut en effet imaginer que tout va bien et qu'on est dans une croissance folle pour l'ensemble du pays, mais il y a aussi des zones qui sont difficiles, il y a aussi des gens qui sont en interrogation par rapport aux choix qui sont faits en matière technologique, en matière économique, on va peut-être en parler. Il y a une part de défiance, il y a des défiances sur la science, il y a des défiances sur l'innovation. Donc on ne peut pas d'une certaine manière considérer qu'on est aujourd'hui dans un pays qui soit fédéré vers un horizon commun qui serait un horizon de croissance autour de l'activité d'innovation des entreprises. La plaie des Gilets jaunes, c'est pas refermé. Bien entendu. La plaie des Gilets jaunes ne serait pas fermée. Ce qui se déroule fondamentalement, notamment, parce que ce serait bien présomptueux de décrire l'élément fondamental qui se déroule, mais c'est une concurrence des modes de vie. C'est-à-dire des gens qui disent, oui, c'est en partie vrai sur les Gilets jaunes, mon mode de vie est celui-ci, je suis attaché à ma voiture individuelle, fonctionne-t-elle avec du carburant et un moteur à explosion avec de l'énergie non renouvelable? Je suis attaché à mes mobilités, je suis attaché à mes modes de vie, y compris alimentaires dans ma vie quotidienne, et je suis menacé par d'autres catégories qui, au fond, quelles que soient les motivations, peu importe ici, mais m'apparaissent en rivalité par rapport à mon mode de vie. Donc on a, au fond, on a un pays aujourd'hui qui, sur les enjeux d'avenir... Et ces catégories menaçantes, c'est celle des temps nouveaux, c'est celle de... Exactement. C'est celle de la 5G, quoi. On en avait parlé ensemble, la fracture de la 5G est passionnante. Et donc, c'est tout ce que peut représenter, donc, Emmanuel Macron, en fait. En partie, bien sûr, en partie, tout à fait. Erwan? Et pour rejoindre ce qui vient d'être dit, je pense que c'est même... Il ne faut pas analyser ce qu'on voit maintenant uniquement sous l'angle de l'actualité. C'est-à-dire que, et je pense qu'on se rejoindra là-dessus, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, il y a les questions de vaccins internes, mais mon intuition est que on est dans des contre-coups de transformation structurelle qui sont engagés depuis les années 90. La mondialisation, la numérisation, maintenant le choc de transition environnementale, tout ça sont, comme vous le disiez très bien, c'est-à-dire des choses qui remettent en cause des modes de vie traditionnels. Et on a eu une fracturation progressive de la société. De mémoire, les bouquins sur le déclassement qui sont sortis, c'était à la fin des années 2000, début des années 2010, où on a commencé à parler du déclassement des classes moyennes. Je n'ai pas l'impression que leur sort se soit amélioré depuis. On a progressivement, comme ça, creusé des fractures. Et ce qu'on voit, les gilets jaunes, les anti-vax, anti-pass, etc., ce sont des différentes illustrations de cette crise structurelle où, effectivement, on a pour caricaturer, une élite qui se porte plutôt bien et d'autres gens, je ne sais pas si certains se portent très mal, mais qui surtout n'ont pas de perspective. Je reprends juste un exemple du début du mandat d'Emmanuel Macron, quand il a réformé les APL. On parlait de mémoire, c'était 5 € d'APL qui étaient supprimés. Oui, absolument. Ça a fait une grande polémique. Il y avait un discours, à nouveau de manière schématique, qui consistait à dire 5 €, c'est pas grand-chose. Et je pense qu'économiquement, c'était plutôt une bonne réforme. Et il y avait, souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé à l'Assemblée, il avait sorti son sac de courses et montré toutes les pâtes et tout ce qu'on pouvait acheter pour 5 €. Eh ben, je trouve que c'était le reflet de ce clash, parce que quand vous allez au supermarché, j'habite dans une banlieue d'Île-de-France, quand vous allez au supermarché du coin, les gens à la caisse, ils sortent le catalogue qu'ils ont reçu par voie postale, où ils disent, là, il y avait 10 centimes de moins sur le prix qui était affiché. Absolument. Donc quand vous leur dites 5 €, c'est rien, c'est un discours qu'ils ne peuvent pas entendre. Tu sais, je pensais, c'était une interview surréaliste, je ne vais pas dire sur quelle chaîne, mais c'était juste avant le printemps, de Michel-Édouard Leclerc. Et le gars le sommait d'arrêter les tickets de caisse. Et Michel-Édouard Leclerc essayait de lui expliquer qu'énormément de ses clients, une fois qu'ils avaient rangé leurs courses, prenaient le ticket de caisse et vérifiaient tout. Ne faisaient aucune confiance, en fait, au code barre. Voilà, on va dire ça comme ça. Et que si, effectivement, il y avait un pépin sur 10 centimes d'euros, il fallait régler ce pépin sur 10 centimes d'euros. Ouais, tout à fait. Et c'est juste une illustration, mais c'est un discours, je trouve, qui consiste qui est ressenti par une partie des gens comme une négation de ce qu'ils vivent au quotidien. Et on va dans une impasse, et ça vous amène dans une impasse. Et ce qu'on a aujourd'hui, évidemment, c'est complexe, mais c'est une nouvelle manifestation de cette défiance qu'on décrivait à l'instant. Mais alors, est-ce que ça veut dire... Paul, comment est-ce que tu vois les choses? Et après, la question que j'ai ensuite, c'est est-ce que ça veut dire qu'il faut... Un peu comme l'avait dit Arnaud Montebourg en son temps, puis visiblement il va... On ne parle que de Mélenchon et d'Arnaud Montebourg. Il va reprendre du service. Non, mais Arnaud Montebourg, souvenez-vous, ce discours assez incroyable, je ne sais plus dans quel forum de technologie, où il dit il faut ralentir l'innovation. Il avait dit ça. Tu ne te souviens pas de ce truc-là? Il faut ralentir l'innovation. Mais comment est-ce que vous sentez les choses, justement, Paul? Alors,
sans faire d'analyse politique ou de regard politique. Nous, notre métier, c'est vraiment de... On est des citoyens, tous. Donc, tu as le droit à l'analyse politique et au regard politique. Mon sujet, c'est de travailler sur les perspectives de mes clients, des dirigeants de TI et de PME. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que s'il n'y avait pas eu tout cet argent de déversé, s'il n'y avait pas eu le quoi qu'il en coûte, là, pour le coup, on serait dans une situation beaucoup plus fracturée. C'est clair. Et ça, je trouve que c'est déjà un gain formidable. C'est qu'on soit dans une situation où, bien sûr, il y a une fracture, on la voit, on la vit, on la ressent dans les entreprises, les difficultés d'embauche, les revendications salariales, les demandes. Mais en même temps, on a des entreprises, le moral économique est plutôt bon, qui embauchent. Il y a beaucoup de dirigeants, beaucoup de chefs d'entreprise qui disent « Nous, on n'arrive pas à trouver les talents, on n'arrive pas à trouver les personnes, on va devoir augmenter les salaires, on va... » La situation n'est pas si mauvaise que ça. Ah non, donc, elle est même très bonne. Et économiquement, le moral des entreprises, le moral des entrepreneurs est bon. Donc le quoi qu'il en coûte, on voit ce que ça a fait sur 18 mois. Ça a permis d'être dans une situation où aujourd'hui, on se focalise quand même sur des sujets qui ne sont pas au cœur des préoccupations des chefs d'entreprise. Les préoccupations des chefs d'entreprise, c'est le développement, la croissance, l'investissement. Comment ça, on se focalise sur des sujets qui ne sont pas au cœur du développement? Alors, me dis pas... Contrôler le pass sanitaire à l'entrée, enfin pour l'ensemble des commerçants, des restaurants, etc. et tout, de leurs propres salariés. Le sujet de la vaccination de leurs propres salariés, je pense que c'est au cœur de leurs préoccupations en ce moment quand même. Alors, savoir comment tout ça s'organise, ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai le droit de pas faire, lire les décrets. Alors c'est une préoccupation, mais déjà la première chose, voyons le côté positif. En 18 mois, on a fait des entrepreneurs des super athlètes. Ils sont tous devenus des surhommes. Comment ça? On a tous traversé, en tant que dirigeants, des périodes tellement complexes depuis 18 mois, où on a dû réinventer une organisation du travail, on a dû lire des décrets, des textes réglementaires dont on n'avait jamais pris connaissance, on a découvert plein de choses, et là, le monde de l'entreprise n'a jamais été aussi optimiste. Et la situation des entreprises est extrêmement favorable. Ouais. Donc, on a des chefs d'entreprise qui sont des surhommes. Ouais. Alors, oui, il y a le pass sanitaire, bien sûr. Mais aujourd'hui, le problème sur le pass sanitaire, il est plus sur l'incertitude. On a des secteurs d'activité où tout le monde doit avoir, où le dirigeant doit contrôler la totalité, doit avoir un pass sanitaire. Ou que ce soit pour ses clients, pour ses collaborateurs, selon les métiers, selon les activités, selon même les régions, avec l'outre-mer. N'oublions pas l'outre-mer, qui est dans une situation sanitaire complexe. Et puis, vous avez plein de chefs d'entreprise. Moi, je ne sais pas si le matin, je dois demander le pass sanitaire à mes collaborateurs. Réglementairement, non. Est-ce que je dois leur demander de se faire vacciner? Je n'ai pas le droit. Je peux les encourager, mais je n'ai pas le droit de les forcer. Et puis, deuxièmement, je n'ai pas le droit de le contrôler. Donc, je respecte le cadre. Mais c'est vrai que ça crée des incertitudes pour les chefs d'entreprise. Mais ce que tu dis, c'est que ces incertitudes, en fait... sont aujourd'hui presque des détails. Ça ne m'empêche pas d'avoir de servir. On regarde l'élan incroyable qui est donné en ce moment. Et puis je vois tous nos clients. Ça ne les empêche pas de faire du business. Ça ne les empêche pas de facturer. Ça ne les empêche pas de regarder l'exportation de leurs activités pour les industriels. 6% de croissance, j'ai été regarder quand même, j'étais curieux. La dernière fois qu'on a fait 6% de croissance, petit quiz, les amis, là. Moi, j'ai été regarder. Alors, les années 60, c'est un peu compliqué. En fait, le pic, c'est 69, 70, 71, 72, quoi. Voilà. C'est vraiment le pic de croissance, c'est ce rythme-là qu'on retrouve. Alors, il y a de très belles années au milieu des années 50, mais sinon, vraiment, le truc, c'est 69, 69 après 68. Donc, tu vois, le rattrapage derrière, il y a une espèce d'élan qui est donné. Voilà. Et puis, le choc pétrolier est venu là-dessus. Alors, ce que vous dites est très juste. C'est vrai qu'il y a, on a 90% des dirigeants d'entreprise qui sont inquiets, qui sont confiants pour leur entreprise. Alors, on a déjà, voilà. Donc il faut se réjouir. Mais François, c'est tout mon point. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça en avant en permanence et qu'on reste focalisé sur une proportion, je ne sais pas laquelle, de gens qui aujourd'hui ont du ressentiment? Oui, voilà. Non, mais c'est quelque chose qui est à voir. Ensuite, il y a ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au fond ce désir qui peut être, mais qui à mon avis, lui, est moins puissant qu'on ne le dit, qui est le désir de consommation, c'est-à-dire qu'on a pu connaître dans les années 1920 ou après la guerre précisément. C'est-à-dire une augmentation de la consommation de la part des consommateurs. On n'a pas, pour l'instant, pas beaucoup de données d'explosion des achats de vêtements, etc., etc. Donc sur ces sujets-là, il y a peut-être quelque chose qui est à mettre en perspective. Et puis troisièmement, c'est le point qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une récession, il y a une artificielle certes, et puis il y a aujourd'hui une reprise.
tout ça s'inscrit dans une logique où on est passé de 100 à 120% du pays de dette publique. Donc on est dans un schéma général qui me semble très particulier. C'est-à-dire, il y a une partie de la croissance qui est tout à fait réelle et qui est portée par de l'innovation, par des nouveaux marchés, par de l'activité. Il y a aussi une partie de la croissance, et je crois qu'il faut quand même le dire, évidemment, mais bien qui sûr. est portée par un contexte qui est quand même extrême. Donc oui, l'année dernière, en mars 2020, au début de la pandémie, on avait 20% seulement des dirigeants d'entreprise qui étaient confiants pour leur propre activité. Aujourd'hui, on est passé à 90, mais on est d'une certaine manière soulagé. Il sort d'où ce chiffre? Ce sont des données Opinionway, alors je cite la concurrence, donc vous voyez, je suis extrêmement consensuel. Opinionway va remettre des ETI, voilà, qui est paru au mois de juillet, là. Donc je fais tout à fait confiance. 90%. Ouais, pour leur propre activité, pour l'activité de leur entreprise. Donc on est sur des scores qui sont extrêmement élevés. Mais je crois que ça masque des disparités. Alors je suis un amateur de disparité, pardon. Hein, mais je crois que ça masque quand même des... Oui, il y a des entreprises qui se portent pas très bien. croquer le bonheur à Ah non, mais je croque. Je croque et puis je regarde ce qu'il y a dans la pomme. Il faut croquer et en même temps regarder ce qui est voilà, le contenu de tout ça. Mais je pense qu'il y a deux points qui ne sont pas incompatibles. Pourquoi d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle plus de ce qui ne va pas ou de cette minorité de blocage que de tout ce qui va bien? C'est le sujet classique d'économie politique de la réforme. La minorité qui peut bloquer a un pouvoir médiatique, politique beaucoup plus fort que la majorité silencieuse. Très clairement. Et c'est étudié Même quand c'est 90-10. Mais si c'est 60-40, je peux le comprendre, mais si c'est 90-10... Mais quand c'est 10%, ou même ou une infime minorité de ces 10% va dans la rue toutes les semaines, s'affiche, c'est les gilets jaunes qui cassent tout sur les Champs-Élysées, c'est une minorité qui est sonore et qui se fait entendre des politiques parce qu'ils sont devant les permanences, etc. en permanence. Oui, ils peuvent avoir un pouvoir de blocage parce que les autres, en attendant, ils font leur business qui marche bien, ils vivent leur vie qui marche bien, et puis ils regardent ça comme beaucoup en disant ces gens sont des cinglés, on les laisse de côté, mais il n'empêche que ça permet de bloquer une réforme, de bloquer des réformes, en tout cas et en plus d'accaparer l'attention médiatique. Ensuite, pourquoi est-ce que, de mon point de vue, c'est pas incompatible qu'il y ait des entreprises qui se portent bien et aussi des chiffres qui sont plus inquiétants. Dans les sondages, le Front National s'est pas effondré après 2017, en dépit des piètres performances de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Les Français continuent de dire, paradoxe français, ils sont très contents pour eux-mêmes, mais très inquiets pour le pays. Et les classes moyennes continuent à douter des perspectives pour leurs enfants. C'est que on peut très bien avoir des gens qui sont dans des entreprises qui se portent bien, une activité, et eux-mêmes se dire... Prenons l'exemple de la défiance pour les enfants. Je suis salarié, mon entreprise va bien, je ne peux pas ignorer que l'école française va mal et m'interroger pour savoir si mes enfants, en passant par le système d'éducation français, vont pouvoir réussir ou vont devoir faire ce que font aujourd'hui toutes les élites parisiennes, envoyer leurs enfants à l'étranger. Il y a là un certain nombre d'éléments qui ne sont pas nécessairement incompatibles, mais qui montrent les tensions de la société française. Sur lesquelles on va aller sur les salaires, d'ailleurs, dans un instant. Oui, tout à fait. Ouais, je comprends. Un mot à ajouter là-dessus ? Oui. Juste une vision. Le private equity, les fonds d'investissement qui financent le développement ou la transmission des ETI, des PME, n'a jamais été aussi actif que sur ces 12 derniers mois. Avec des prix qui montent en flèche, d'ailleurs, Paul ? Avec des prix qui montent en flèche. Ouais. On est sur des multiples qui n'ont jamais été atteints. On est sur des multiples, tout secteur d'activité européen, même en 2000, que l'acheteur ou l'investisseur soit un fonds de private equity ou un grand corporate, on est sur des multiples à peu près à 12 fois les EBITDA, ce qui est considérable. Au lendemain de la crise de 2008, en 2009-2010, on était en dessous de 6. Voilà, c'est-à-dire que les prix ont plus que doublé en un peu plus de 10 ans, ce qui est considérable. ISO entreprise, on parle des mêmes choses. Il n'y a jamais eu rationnel ou pas rationnel, cette hausse ? C'est le temps qui le dira. Aujourd'hui, de toute façon, tu n'as pas le choix, c'est ça, de toute façon. Aujourd'hui, un cédant qui vend très bien est très heureux. Et il y a un acheteur en face. Donc tout le monde est content. Il y a un deal. C'est un marché d'offres et de demandes. Donc c'est juste et parfait puisque l'opération se fait. Il y a un investisseur. Et les banquiers sont payés en pourcentage, j'imagine. Donc ils sont eux aussi très contents. On travaille. Oui. C'est beaucoup de travail. Une belle réponse. Et le travail mérite une reconnaissance. Pardon. Mais
Lorsqu'il y a une opération de private equity, très souvent, et c'est un des charmes des opérations, il y a du levier bancaire avec de la dette extrêmement importante. Donc il y a des fonds d'investissement qui n'ont jamais autant collecté d'argent, donc qui doivent réinvestir, qui n'ont jamais investi autant. On parle du venture, on parle de la tech, mais également on parle de la transmission des entreprises traditionnelles. On parle d'investissement pour le financement de la croissance. Ouais. On parle de mise en place de dette, on parle de valeur élevée. Mais tout ça, au final, c'est une vision optimiste, parce qu'on achète l'avenir, on fait ça. Ouais. Et puis, deuxièmement, c'est de l'argent dans les entreprises, et c'est de la richesse, c'est de l'emploi. L'emploi dans les régions, c'est de l'investissement, parce que quand un fonds d'investissement achète ou finance le transfert, l'achat, le développement d'une entreprise, c'est nécessairement pour qu'il y ait des nouveaux bureaux, des nouveaux outils de production, des nouveaux marchés qui soient conquis. On espère. C'est tout le sujet, justement. Ce sera tout le sujet. Je peux vous assurer que tous les dirigeants, quand ils reçoivent leur chèque, la première question qui se pose, c'est comment je vais l'investir. Oui, mais justement, Paul, je n'ai pas la mémoire courte. C'est l'emploi des régions. 2018, 2017-2018, on est sur une belle séquence macroéconomique et on est avec des chefs d'entreprise, et alors c'était particulièrement visible avec les très grandes entreprises qui ne savent pas où investir, qui ne savent pas sur quoi investir, qui ont beaucoup de problèmes en fait à être sûrs que ce sur quoi ils vont investir va dégager la rentabilité suffisante pour justifier l'investissement. Donc voilà, il y a ce sujet-là qu'il va falloir traiter à un moment. C'est-à-dire quand la marée va commencer à se retirer, le fameux truc, il va y avoir un moment de resserrement monétaire forcément, tout ça va commencer à se calmer un petit peu. Et il va falloir justifier de la rentabilité des investissements, quoi. Alors aujourd'hui, faire des prévisions à 4 ans, 5 ans, très compliqué. Impossible, ouais, voilà, c'est ça. Impossible. En revanche, 12 mois, 18 mois, 24 mois, un plan d'investissement, un plan de recrutement, c'est le quotidien des dirigeants. Et tous les dirigeants ont des plans de développement dans les cartons. François ? Oui, pour rebondir aussi sur ce que c'est très intéressant ce que disait Erwan Lenoir aussi tout à l'heure sur la question des classes moyennes. Au fond, aujourd'hui, on a 60% des Français qui estiment que leur avenir va se détériorer. Donc ça me rappelle, ce qu'on dit là me rappelle quelque chose. Aujourd'hui, enfin au mois de juin. Et ça me rappelle quelqu'un qui a un certain âge. Ça me rappelle la période de Lionel Jospin. Quand Lionel Jospin était Premier ministre, on avait des taux de croissance élevés. Les dirigeants d'entreprise disaient c'est formidable, on est en croissance. Le gouvernement disait aussi. J'ai un doute sur la date, c'est quoi 97-2002. Voilà, 97-2002. Voilà. Et il y a une partie des Français qui ne s'estimaient pas partie prenante de cette croissance. Et on a eu des questions sur... Oui, mais à la fin, et on a eu les questions d'insécurité qui ont prévalu et la présidentielle de 2002. Ce que je veux dire, c'est que cet effet de ciseau-là, où on a une partie des dirigeants d'entreprise, éventuellement extrêmement majoritaire, et c'est tout à fait heureux, qui se disent « tiens, au fond, ça va bien », et puis une partie du pays qui ne se sent pas embarquée dans cette histoire, ça peut faire une belle divergence et ça peut faire à la fin des surprises. Et je crois et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire nous on a une partie des dirigeants d'entreprise avec lesquels on discute qui ont conscience de ça aussi. Alors vous parliez très justement des difficultés de recrutement, c'est vrai dans toute une série de secteurs, mais il y a aussi une difficulté à entraîner une partie des clients potentiels qui n'ont pas les revenus nécessaires, qui n'ont pas les perspectives nécessaires pour se dire tiens, je participe et j'y vais aussi. Donc en fait, je crois que cette situation-là, pardon pour ce rappel historique de 97-2002, mais peut être assez terrible parce qu'il y avait des taux de croissance relativement élevés à l'époque. Et le gouvernement de l'époque, d'ailleurs, se disait formidable. Et accessoirement, et la présidentielle de 2002 est dans la poche. Accessoirement, il en a fait les 35 heures, d'ailleurs, quand même, ce qui est un autre sujet. Oui, mais voilà, ce qui est peut-être une des raisons... Voilà. Ce qui veut dire que l'arbre peut cacher la forêt, quoi, c'est ça. Oui, mais c'est super intéressant, parce que... et d'ailleurs, on fera une émission spéciale là-dessus, le temps de la montée, mais on a le temps. C'est quoi le plus gros... L'un des plus gros deals de cet été, c'est le rachat par Jack Dorsey, donc par le fondateur de Twitter, d'un spécialiste du paiement fractionné. C'est-à-dire cette idée du crédit à la consommation, qui n'est plus vraiment du crédit à la consommation. Il se trouve que le patron de la filiale de BPCE était venu nous expliquer tout ça sur Bismart juste avant les vacances. C'est pour ça que je maîtrise un peu le truc. En fait, là, aujourd'hui, les banques vont être en capacité de te donner à toi, consommateur, la possibilité de choisir, en fait, le paiement fractionné. Donc, en fait, c'est la banque qui va acheter à ta place le bien que tu veux acheter, bien de consommation quel qu'il soit, et ensuite, tu rembourseras en 3 fois sans frais, comme on disait à grande époque, tu rembourseras ta banque. Voilà. Et ça va... c'est parfaitement en résonance avec ce que tu dis. Tout à coup,
peut-être que davantage de citoyens vont avoir accès à ce qu'ils désirent, en termes de biens de consommation en tout cas. Dans ce genre de contexte, il y a des gens qui se disent « et moi dans tout ça ?» D'ailleurs, au fond, là, moi, d'ailleurs, je suis surpris. Là, aujourd'hui, on est en cette fin de mois d'août, on est dans un discours global qui est extrêmement positif. Alors, c'est très bien, hein, les chiffres que vous dites le montrent, etc., tout va bien. Mais dès lors que vous vous sentez un peu en marge par rapport à ça, vous dites, et moi dans tout ça? Donc, qui sont ces gens qui nous racontent que tout va bien alors que moi, je n'ai pas cette chance-là? Voilà. Alors, il faut néanmoins se réjouir. Quelle proportion ça représente? Ah ben c'est très simple. Alors, il y a plusieurs proportions. Si on parle des gens, on le disait tout à l'heure, les gens qui se sentent en déclassement, c'est plus de 50%. C'est-à-dire les gens qui pensent que leur avenir, c'est plus de 50%. Non, mais donc, ensuite, il y a les gens qui ont des fins de mois. Mais il n'y a pas plus de 50% de la population française aujourd'hui qui se dit que elle est victime. De ma part, les dernières élections sur les dernières années montrent que les extrêmes gauches et les extrêmes droites font, si on considère que c'est un vote de colère ou un vote d'adhésion, se font pas loin de 40-45% à chaque élection. En cumulé, si ce n'est plus. Donc il y a quand même une part importante. Mais au fond, moi ce que je trouve fascinant dans l'économie de marché, c'est que elle peut fonctionner qu'avec la démocratie, parce que on a là aujourd'hui un exemple typique de destruction créatrice. Il y a des gens qui créent, qui portent une énergie formidable, et des gens qui subissent de fait la destruction et qui le vivent très mal à juste titre. Et bien, à un moment, vous avez il y a des cycles, une forme de cycle. Vous avez l'innovation qui transforme l'entreprise, qui transforme ensuite qui crée des questions sociales. Et ces questions sociales, elles arrivent systématiquement à un moment où ces victimes de transformation finissent par se exprimer leur colère. La démocratie permet jusqu'à maintenant à peu près d'organiser cette colère. Mais c'est des choses qu'on retrouve. Il faut regarder ce qui s'est passé tout au long de la révolution industrielle, en fait, depuis le début du 19e siècle. C'est ça, le début du 20e, les mouvements sociaux qui sont les conséquences de l'invention de l'électricité. Il y a plein de... Non, mais il y a comme... Les canuts qui cassent les métiers à tisser, évidemment. Aujourd'hui, on est dans une... Pas là aujourd'hui, au fin de mois d'août, mais depuis 10 ans, on est dans une phase un peu comme ça, de pleine transformation. Et donc, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient heureux de créer. Il y en a plein qui créent, c'est formidable, et je crois qu'on est tous contents de le faire. Mais de fait, comme tu le disais très bien à l'instant, il y a des gens qui ne se sentent pas du tout partie prenante de cette transformation. Quand vous allez dans certaines villes, dans certaines banlieues, dans certaines villes de province isolées, où le principal lieu de vie sociale le samedi après-midi, c'est la galerie marchande et le supermarché, et que effectivement tout le monde compte au centime près, vous sentez qu'il y a des décalages profonds. Et il y a un moment, il faut réconcilier ça. Et pour le moment, on ne voit quand même pas la voie de la réconciliation. On marque une pause et on se retrouve dans un instant sur Bismart.